Quand je dis NASA, la première chose à laquelle vous pensez, c'est au premier pas posé sur la Lune. C'est vraiment incroyable. Seules 12 personnes ont rebondi à la surface de la Lune, mais aussi impressionnant que cela soit, la NASA a maintenant pour objectif Mars. Et si poser un être humain sur la Lune a été difficile, chercher à en poser un sur Mars, c'est de la folie. L'histoire récapitulative du projet concernant la planète rouge peut se lire ainsi. Le vaisseau spatial n'a pas atteint l'objectif terrestre. La radio du vaisseau est tombée en panne. Le largage du vaisseau placé à la tête de la fusée n'a pas fonctionné. Orbiter est tombé en panne au cours du lancement. Orbiter est allé au-delà de la planète. Lander a échoué au moment de l'impact. Le module Flyby et Lander sont arrivés, mais Lander a manqué la planète. Cette description est-elle claire? Le voyage vers Mars est problématique en lui-même. La Terre et Mars tournent autour du Soleil, à des vitesses différentes, ce qui signifie que les deux planètes s'éloignent et se rapprochent constamment l'une de l'autre. Si l'on effectue un lancement quand Mars est proche, le voyage prendra au minimum 6 mois. S'il est fait quand Mars est au plus loin, vous pouvez ajouter 1 année. Et si c'est raté, ce n'est pas comme si on pouvait réessayer tout de suite. Le cycle entre deux opportunités de lancement prend près d'1 an et demi. Le voyage en lui-même est extrêmement pénible. L'espace vital est exigu. Prendre un bain est impossible. La douche s'effectue avec des lingettes humides. Toute la nourriture se trouve dans des boîtes de conserve ou héliophilisées. La microgravité détériore les muscles et les os. Et si une tempête solaire se produit, les astronautes doivent immédiatement se retirer dans un espace protégé du vaisseau encore plus étroit. Bien, disons que le lancement, le vol et l'atterrissage se passent bien. Les astronautes devront dès lors devenir des fermiers sur une planète glacée, dépourvue d'oxygène. Ils devront planter, cultiver et récolter, composter puis cuisiner à l'intérieur pour pouvoir manger. Ils devront subvenir à leur existence pendant environ 2 ans et demi. C'est le temps minimum qu'ils passeront seuls, loin de leur famille et de leurs amis, avant de pouvoir revenir sur Terre. Et tout cela pourquoi? Parce qu'ils pensent que c'est important. Suffisamment important pour en prendre le risque et pour faire tous ces sacrifices. Maintenant, quand je dis navire à vapeur, vous pensez probablement au Titanic. Et vous imaginez soit cette terrible tragédie, soit un très long voyage. D'autre part, les passagers ont raconté que la seule chose qui aurait été pire que celle de nager pour sauver leur vie aurait été de rester à bord. À la veille de Noël, en 1901, Jacob Nelson Anderson, sa femme et les 3 premiers missionnaires adventistes envoyés en Chine ont quitté leur foyer du Wisconsin et ont pris le train pour San Francisco avec leur fils Stanley, âgé de 4 ans. De là, ils ont embarqué sur un navire à vapeur pour Hong Kong. Ceci se passait avant que quiconque ne prétende qu'un navire puisse être insubmersible. En ce temps-là, chacun avait en mémoire des tragédies telles que celle de l'Independence qui s'était échouée sur les récifs de la côte nord de Californie et au cours de laquelle 150 passagers et membres d'équipage avaient péri. Si nos missionnaires voyageaient dans l'entrepont, ils étaient ensuite mis tels des bêtes avec la marchandise. Quand la misérable nourriture tirée d'immenses marmites était distribuée dans les assiettes, les plus forts poussaient et maltraitaient les autres. De 2 à 400 personnes devaient dormir sur des couchettes dans la même salle. Aucune intimité n'était possible. Souvent, les toilettes disponibles étaient comparables à des pots ou des casseroles. L'ensemble de ces conditions insalubres engendrait souvent la mort. Avez-vous conscience de ce que tout cela représente? Le seul fait d'être sur le navire à vapeur pouvait vous tuer. Pas besoin d'iceberg, et le voyage durait au moins 3 semaines. À l'arrivée, Anderson et ses compagnons n'ont pas trouvé l'équipe de la mission qui aurait dû les accueillir. Épuisés et abandonnés à leur sort, ils ont immédiatement pris conscience d'un autre défi, la communication. Le mandarin n'utilisait pas l'alphabet occidental, mais un caractère unique représentant chaque mot. Sa grammaire n'utilisait pas le temps des verbes, mais les inflexions tonales. Plantés là, avec leur bagage en main, nos missionnaires se sentaient probablement comme des astronautes arrivant sur Mars. Mais ils étaient convaincus que l'œuvre était suffisamment importante pour prendre le risque et en subir les sacrifices. Le journal d'Anderson montre un homme au grand cœur, aimant le pays et ses habitants. Lui et ses compagnons étaient tous dévoués à la cause. La première chose à faire était d'apprendre la langue. Cela a pris 2 ans. La deuxième était de passer à Hong Kong en Chine. Cela n'a été possible que grâce aux efforts d'autres missionnaires, officiels ou non. Anderson se lia avec ses voisins, se rendit sur les marchés locaux et partagea sa foi.
Le jour de la Saint-Valentin 1903, il baptisa 6 Chinois convertis à l'adventisme. Tels ont été les débuts de l'Église en Chine. Plus tard, Anderson envoya un appel à la conférence générale et obtint 4 médecins et 2 infirmières. Ainsi commença l'œuvre médicale missionnaire en Chine. Des quartiers généraux furent établis pour l'Église de Chine. La belle-sœur d'Anderson ouvrit la première école adventiste. Son plus jeune frère a ressenti tant d'enthousiasme qu'il a aussi fait le voyage en bateau à vapeur et s'est joint à leurs efforts. Au printemps 1906, Anderson passa le flambeau à Nga Piken, le consacrant en tant que premier pasteur chinois de l'Église adventiste du 7e jour. Cette action ouvrit la porte à des dizaines d'autres membres d'églises chinois qui ont ensuite répandu la bonne nouvelle. Il y a aujourd'hui plus de 400 000 adventistes en Chine, répartis dans 4 571 congrégations.